pense qu'on en a encore pour une trentaine de minutes, non, là, parce que t'as... Normalement, j'en suis à la moitié, là. À la moitié? Ah ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Point, Bon, bah... 8, non, enfin, un peu plus de la moitié. Ok, bon, ça va. Je m'appelle Jarod, j'ai créé la chaîne Après Réflexion, et je suis avec Gaïs, coach sportif et auteur de la chaîne YouTube Geek and Fit. Les idées reçues ont la vie dure, on a tous des parcours de vie différents. Si on n'est pas exposé aux bonnes informations, on se fait un avis à partir d'anecdotes ou même de ce qu'on imagine. Par contre, il semble que les débats, les articles et les publicités à propos de l'alimentation sont très nombreux. Mais je n'ai pas l'impression pour autant qu'on soit mieux informé. Consacrons la 4e partie à la nutrition. On attaque? Bah, tu me dis. Si j'ai bien observé, pour perdre du poids, il faut manger une tranche de jambon et du chou-fleur, accompagné d'une barre minceur au chocolat. Est-ce que j'ai bon? Il faut juste manger moins que ce qu'on dépense. Donc, on peut très bien manger ça et perdre du poids. Maintenant, j'aurais tendance à dire que ça ne devrait pas constituer l'essentiel de la diète, parce que ça n'est pas suffisamment varié pour avoir tous les micronutriments, et ça n'est pas, comment dire, quelque chose qui va apporter suffisamment de satisfaction gustative, à mon avis, pour être tenable sur le long terme. Il y en a qui y arriveraient, mais voilà, je pense pas que ce soit véritablement le cas pour tout le monde. Bon, ok. Bon, je peux pas me tromper à tous les coups, donc là je suis sûr. Si je veux du muscle, je dois manger beaucoup de riz et de la viande rouge. Alors, là, j'aurais tendance à dire que le riz n'est pas une mauvaise céréale, dans l'ensemble, mais ça reste encore une fois extrêmement limité, parce que on peut très bien manger n'importe quoi en fait de façon globale. Déjà, ça manque de légumes, ça manque de fruits, ça manque de micronutriments encore une fois. On peut manger par exemple n'importe quel féculent pour remplacer le riz. Et la viande rouge, j'aurais tendance à dire que ça apporte des protéines, c'est bien, mais on a encore vu récemment qu'il y avait des traces chez les gros consommateurs de viande rouge de cancer qui étaient plus importants que chez les non-consommateurs. Donc j'aurais plutôt tendance à conseiller des viandes blanches et même pas forcément des viandes en fait, n'importe quoi qui soit suffisamment protéiné. Mais dans l'ensemble, c'est pas qu'on ne prendra pas de muscle en faisant ça, c'est juste qu'on n'optimisera pas pour notre santé. Ce qui est encore un petit peu différent, et en définitive, si notre santé n'est pas optimisée, est-ce que notre corps va se centrer sur la prise de muscle? J'en suis pas persuadé. Très bien. Alors, quelles sont les méthodes pour faire des repas adaptés? Alors, je ne suis pas nutritionniste. Voilà, c'est la première chose qu'il faut préciser, parce que moi, même si je m'intéresse à la nutrition, il y a un petit livre là, ce ne sont pas tous mes livres, ce sont juste les livres que je pense qui sont peut-être les plus intéressants à conseiller. Donc comme ça au moins, parmi ceux que je n'ai pas déjà conseillés sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, j'en ai conseillé plein, mais là il y en a quelques-uns que j'ai pas déjà conseillés, et puis il y en a quelques-uns que j'apprécie bien. J'avais envie de faire un petit décor, voilà, mais c'est pas du tout ce que j'en ai trop. En suivant ta chaîne, effectivement, on peut voir les reviews annuelles sur les livres à conseiller. Enfin bon, bref, au niveau de la nutrition, donc du coup, je me renseigne comme je le montre, mais je ne suis pas nutritionniste. Donc, est-ce que je pourrais donner des conseils de bons repas à faire? Moi, je vais dire, allez suivre les autorités de santé. Allez voir ce que vous conseillent les autorités de santé et suivez les régimes appropriés à ça. Et si vous avez des objectifs plus sport, plus fitness, allez voir dans les études scientifiques les positions des organismes qui sont plus axés autour des athlètes. Si vous faites ça, vous ne pourrez pas vous tromper véritablement, ou en tout cas, vous aurez beaucoup plus de mal à vous tromper. Et si jamais vous avez encore des questions sur la nutrition, allez voir des nutritionnistes axés sport. C'est tout. Ok. Donc mes premières questions portaient sur les grands principes. Tu as également répondu sur les grandes lignes.
Tu as très bien fait de préciser que tu n'es pas nutritionniste, mais je suis assez joueur, donc je vais continuer à poser mes questions. Mhm. Tu as parlé des grandes lignes, Ouais. mais maintenant, il y a des choses beaucoup plus détaillées et qui sont plus appétissantes pour nos esprits. On adore ça, surtout dans les publicités. On voit beaucoup d'astuces, de compléments et de petites choses à faire. Personnellement, j'ai entendu parler d'amandes, de jus de citron, de graines de chia et de boire du thé. Qu'est-ce que tu penses de toute cette sphère plutôt bien-être ? Alors, pour moi, dans l'ensemble, ce sont des choses très bien, tout ça, voilà. Mais dans l'ensemble, en fait, j'ai l'impression, ça, voilà, c'est peut-être subjectif et encore que finalement, peut-être pas tant que ça, que c'est un petit peu comme les sculpteurs qui veulent commencer à faire les détails de leur sculpture avant d'avoir fait la forme. C'est-à-dire que manger tel ou tel aliment spécifiquement, enlever peut-être un aliment, avoir une pratique un petit peu bizarre comme consommer du vinaigre de cidre ou je sais pas quoi avant de manger je sais pas quoi, ou enfin bref, avoir ce genre de choses là, très souvent ça se fonde sur des travaux scientifiques, d'accord, mais qui sont là pour du détail de chez du détail. C'est-à-dire que avant tout, il faut mettre en place des piliers dans son alimentation. Une fois qu'on a les piliers, on peut commencer à faire la déco. Mais si on n'a pas les 4 murs de notre maison, qu'on n'a pas le toit, qu'on n'a pas construit une base solide, ça sert à rien, encore une fois, de faire en sorte de mettre du papier peint. C'est très clair. Voilà. Et je n'avais pas fait le lien jusqu'aux études scientifiques, effectivement. Ce ne sont pas forcément des foutaises, ce sont peut-être des aliments qui ont des effets avérés, mais en quantité infinitésimale. De très petits effets et pour lesquels l'article grand public oubliera de préciser l'échelle. Et il peut y avoir aussi des fraudes totales. C'est-à-dire qu'il y a... Ça existe. Oui. Par exemple, je me souviens d'un article qui avait fait le tour du monde sur le chocolat. Le chocolat fait maigrir. Waouh! Incroyable, le chocolat fait maigrir. Génial. Sauf qu'en fait, cet article-là était l'article de presse grand public, les articles de presse grand public qui ont repris l'article scientifique en question. En fait, l'article scientifique était un article expressément fait pour voir si on pouvait publier dans un journal scientifique avec des données frauduleuses. Ils l'ont fait. Et pour voir en fait si on pouvait derrière faire dire n'importe quoi à la presse grand public sans qu'ils vérifient leurs sources. Et du coup, le chocolat, il y a un mythe maintenant de le chocolat fait maigrir. C'est vrai que ça me dit quelque chose. Il peut y avoir des fraudes complètes et il faut remonter à la source. Mais dans l'ensemble, ces conseils-là ne sont pas fondés sur rien. C'est bien tout le souci. C'est qu'ils ne sont pas fondés sur rien, mais qu'ils sont extrapolés. Très bien. On a parlé quand même d'aliments qui ont un visuel naturel, qui reste naturel en tout cas. Qu'en est-il des gélules ? Est-ce qu'il y a des choses à penser quand on se lance dans une pratique sportive en règle générale ? Et puis, on voit aussi beaucoup de protéines en poudre. Oui, les gélules, tu parles des compléments alimentaires en fait de façon globale ? Oui. Ok. Les compléments alimentaires ne sont que des compléments alimentaires. C'est bête à dire, mais beaucoup de gens qui voient ça comme du dopage ou des choses un petit peu, de la triche d'une certaine façon. Il faut bien comprendre que par exemple les protéines en poudre, ça vient combler quelque chose qu'on n'a pas dans notre cuisine. C'est-à-dire, on a des glucides en poudre, on appelle ça du sucre en poudre. On a des lipides isolés, on appelle ça de l'huile, mais on n'a pas de protéines en poudre. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a pris des protéines, on les a mises en poudre pour pouvoir avoir accès à ces choses-là, ce nutriment isolé, de façon plus simple. Et c'est tout. Un sportif ayant besoin d'un peu plus de protéines que la moyenne, eh bien, il faut qu'il puisse les avoir à sa disposition sans pour autant être réduit à devoir se taper 4 kilos de blanc de poulet par jour. Donc, les protéines en poudre sont là pour pouvoir permettre d'avoir un volume alimentaire plus simple, pas être lassé par manger tout le temps de la viande, etc. C'est quelque chose qui est là pour aider, mais encore une fois, ce n'est pas du dopage puisque les protéines
on en retrouve partout. À ce compte-là, on se dope tout le temps. Chose qui n'est pas le cas pour une substance dopante. Et de la même façon, par exemple, la créatine, c'est la même chose. La créatine, on en retrouve dans la viande, c'est un dérivé d'acide aminé, ça n'est pas du dopage. Même si on va dire, oui, la caféine, on en retrouve, mais pourtant, à une très haute dose, ça peut être considéré comme du dopage dans certaines disciplines. C'est vrai, mais la caféine est un stimulant. La caféine, étant un stimulant, c'est quelque chose qui est dangereux à trop haute dose. C'est-à-dire que on va se retrouver avec des gens qui peuvent mourir ou avoir des complications, des problèmes cardiaques à prendre trop de caféine. Là où la créatine n'est pas un stimulant, c'est comme une vitamine en fait. Si on en prend trop de créatine, on l'excrète. Ok, du coup, si on réduit au minimum toutes ces questions, que ce soit les astuces ou les compléments alimentaires, on est déjà avec un régime équilibré qui nous apporte tous les nutriments nécessaires. À partir de quel moment et sur quel produit doit-on se poser des questions éventuellement ? Alors, si on a un régime parfait de façon globale, on a besoin de très peu de produits en supplément, en complément supplément. Parce que, en fait, pour moi, la différence entre complément et supplément, c'est une question de performance. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de maximiser nos performances ? Maintenant, on ne peut, par exemple, même avec un régime le plus parfait possible, c'est très difficile d'avoir sa créatine. Ma question est plus spécifique. C'est à l'état initial où on a une nutrition parfaite et qu'on se lance dans un programme sportif de 0 à 3 ou 5 séances par semaine, quel changement on devra induire dans son alimentation ? Son alimentation ? Eh bien, à mon avis, encore une fois, il faut se référer aux guidelines données par les sociétés type ISSN sur la nutrition sportive dans des organismes scientifiques. Hein, c'est pas des sociétés n'importe quoi. C'est des voilà. Je pense que en se fiant à ça, une augmentation du nombre de protéines, une augmentation du nombre de glucides de façon globale. Voilà ce qu'on peut noter. Parce que les glucides pour un peu plus d'énergie et les protéines pour construire un peu plus de muscles, pour maintenir sa masse musculaire. Et de façon globale, je pense que la créatine, c'est bien. Si on fait des efforts d'endurance, un petit peu semi-endurance, la bêta-alanine, c'est bien aussi. Et peut-être que c'est tout dans l'ensemble. Et quel est le déclencheur ? Ça doit être je commence, je me lance, je me renseigne et j'achète mon produit ? Ou c'est sur un manque, ou plutôt sur un conseil médical ? En fait, pour moi, il faut se renseigner, évidemment. Mais typiquement, la créatine, j'ai tendance à avoir un discours extrêmement pro-créatine, qui peut peut-être choquer certaines personnes. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que à l'heure actuelle, on ne considère pas encore la créatine comme un nutriment essentiel. Pourtant, pour moi, il a des caractéristiques de vitamine. Et donc, c'est quand on voit les effets physiologiques immenses qu'il peut avoir, ce que la créatine peut avoir sur notamment les aspects cognitifs, limiter les effets dépressifs, limiter la démence chez les personnes âgées, prévenir potentiellement Alzheimer, donner de la force, du muscle, etc. Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait presque commencer en se renseignant un petit peu, en ayant un avis médical quand même, parce que ça peut être légèrement dangereux si on a des problèmes de reins préexistants. Mais sinon, au-delà de ça, au-delà de ces considérations-là, ça devrait presque être ce qu'on appelle en anglais un no-brainer. C'est on y va et puis voilà quoi. Et après, les ajustements à faire au niveau de sa diète de façon générale, en revanche, là, je pense plus qu'il faut aller voir un nutritionniste, typiquement. Ok. Après les substances qui peuvent apporter du plus, du bonus, oui. On va parler de calories vides. Je n'ai jamais entendu de médecin parler de calories vides. Alors, est-ce que c'est un mythe ? C'est pas un mythe, la calorie vide, c'est juste qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que calorie vide, en fait, c'est quelque chose qui est compris de façon stupide par certaines personnes en se disant si ce sont des calories vides, alors ce sont des calories qui n'ont pas de valeur nutritionnelle, on peut pas les quantifier dans notre alimentation ou je sais pas quoi, ou ça. Je vois
tout et n'importe quoi passer là-dessus. Le concept calories vides, calories pleines, c'est simple, c'est quand on va prendre une substance, elle va systématiquement, si on peut la digérer, si on peut l'assimiler, nous apporter, enfin, pas systématiquement, mais dans l'ensemble, on va dire, quand on parle pas de compléments alimentaires, quand on parle de vrais aliments, systématiquement, cette substance va nous apporter une valeur en termes d'énergie. La valeur, l'unité pour la mesurer, c'est la calorie en nutrition. On peut utiliser le joule aussi, mais souvent la calorie. Et on va du coup avoir cette calorie qui va nous être apportée. D'accord ? Cette énergie. Maintenant, pour chaque calorie qui nous est apportée, on va avoir une densité en micronutriments qui va être plus ou moins importante. C'est-à-dire que si je prends 1 gramme de sucre en poudre, je vais avoir 1 gramme de glucides et c'est tout. Maintenant, si je prends 1 gramme de glucides dans ma pomme, d'accord ? 1 gramme de glucides dans ma pomme, ça va m'apporter exactement 4 kilocalories, la même chose que mon gramme de sucre en poudre, en termes d'énergie. Pour autant, avec ces 4 kilocalories d'énergie, je vais avoir plein de micronutriments, plein de vitamines, plein de minéraux. Donc c'est une calorie beaucoup plus dense, beaucoup plus pleine. C'est tout. Une calorie vide, c'est une calorie vide de micronutriments ou riche, si c'est une calorie pleine, riche de micronutriments. Mais elle fait peur cette calorie. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? De mon côté, j'en entends parler, c'est vade retro satanas, il faut bannir les aliments à calories vides. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu ? Tout dépend de l'objectif en fait. Si on décide d'avoir le minimum de gras, le poids le plus faible possible, et qu'on veut que notre organisme tourne le plus possible, qu'il soit au top en termes de santé, alors j'aurais tendance à dire que oui, il faut bannir les calories vides, puisque ce sont celles qui vont nous apporter rien de plus que de l'énergie. Alors l'énergie, bon, c'est bien, mais il vaut mieux avoir des choses qui vont être denses énergétiquement, enfin denses en micronutriments pour justement nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Maintenant, si par exemple on cherche à prendre du poids, à prendre du muscle, etc., là, au contraire, les calories vides, en règle générale, ce sont des calories qui vont venir d'aliments très palatables, très appétissants. Il est facile de s'enfiler. Et donc, à ce moment-là, on va peut-être même venir les rechercher. Moi, je connais par exemple des strongman de haut niveau. Ce sont des gens qui vont avoir besoin de manger 10 000 calories par jour. Ils n'ont pas, intérêt à prendre uniquement des aliments très très denses en termes aux calories très très denses plutôt. Parce que sinon c'est intenable en fait. 10 000 calories sous forme de salade, faut y aller. J'ai vu un influenceur vegan qui s'appelle toujours, je pense, John Venus, qui faisait le 10 000 calories challenge. Donc le 10 000 calories challenge, c'est un challenge anglophone, mais il y a des francophones qui l'ont fait, où il fallait manger 10 000 calories en un jour. D'accord ? Parce que lui, il l'a fait uniquement avec des fruits. Et uniquement avec des fruits, c'était 10 fois plus difficile. Parce qu'en fait, les fruits étant pleins d'eau, plein de micronutriments, des choses comme ça, c'était incroyable. Il s'est fait un blend de dattes avec juste pour que ça puisse passer. Il avait un ventre à la fin de la journée comme ça, comparé aux autres qui ont fait des 10 000 calories challenge où limite ils se tapaient 3 McDo et c'était fini quoi. Donc voilà. Ouais, je vois très bien. Personnellement, je pense que je peux avoir, sans séance de sport, j'ai des dépenses caloriques de 2200 calories par jour. Toi, Gaïs, est-ce que tu connais ta dépense énergétique ? En ce moment, non, mais je pense qu'on est aux alentours de 2500, mais moi, je suis pas très très lourd, je fais 72 kilos, quelque chose comme ça en ce moment. J'ai un gabarit plus grand que Gaïs, mais je fais moins de sport, j'ai moins de masse musculaire probablement. C'est pour donner un ordre d'idée. Ah ouais. Et 10 000. 10 000, c'est beaucoup. 10 000, c'est... En fait, pour donner un ordre d'idée aussi, les strongman, en règle générale, font 100, 130 kilos, 100 à 150 kilos, plutôt une moyenne de 130 et 2 mètres. Donc,
Donc ce sont des gens, costauds. Eh bah très bien, j'ai perdu le fil avec ces calories vides. Alors du coup, j'ai compris que si on identifie bien ses besoins, on peut tout calculer. Est-ce que c'est bien la meilleure méthode ? De tout calculer, il n'y a pas de meilleure méthode en fait. Moi je pense que à terme, il faut apprendre à décalculer. C'est-à-dire, tout mesurer c'est très bien, mais ça finit par être pénible à long terme parce que on a cette espèce de besoin de sociabilité, de besoin d'être un petit peu plus relax vis-à-vis de ce qu'on fait. Et la plupart des gens qui calculent leurs calories, qui sont expérimentés là-dedans, ne le font pas à l'année. Ils le font dans des périodes bien précises. Et je pense que tout calculer, c'est essentiel au départ pour bien comprendre les choses. Et que plus on est expérimenté, plus on sait, plus ça devient instinctif, moins on a besoin. Mais un bon 3 ans de calcul au départ, de comprendre comment les choses se passent, c'est pas déconnant. Voilà, donc comprendre comment les choses se passent, ensuite pouvoir s'en émanciper. Effectivement, en fréquentant des serveurs de discussion dédiés au fitness, on a l'impression que c'est pour tous, tout le monde, tous les jours. Et ça crée un contraste effectivement avec le monde extérieur, entre guillemets. On ne calcule jamais. On voit les gens se comporter normalement. Ils font un peu de sport certains soirs, ils ne calculent pas. Donc c'est vraiment une grosse différence. Et c'est un sujet qui était l'objet de plusieurs de mes questions. Et je vois que tu as déjà répondu. Et que tu es allé contre mes idées reçues avec cette réponse. Bon. Et si je dis que le sport, quand même, ça creuse. Et j'ai tout préparé comme il fallait, mais là j'ai faim. En dehors de mes repas. Est-ce que c'est un problème de manger en dehors, de prendre un encas ? Alors, prendre un encas, c'est pas du tout un souci, à partir du moment où, en fait, on est malin. C'est-à-dire que si on maîtrise un minimum ses calories, d'accord, en fait, on peut se permettre d'avoir un budget calories à allouer à des moments où on est un peu plus faim. Voilà, c'est pas grave. Mais même si on n'a pas ce budget calories-là, parce qu'on ne compte pas ses calories, on peut tout simplement se dire, je mange des aliments à faible densité énergétique, donc type des salades, des fruits, la plupart du temps les fruits ça marche bien, les légumes, les choses comme ça. Et en fait, on peut prendre un encas dans ce genre de cas-là, puisque l'important va être plutôt d'avoir le ventre plein que d'avoir véritablement le ventre plein de calories. Même si ça a une influence quand même sur la satiété. Mais ce que recommande par exemple Menno Henselmans, qui est l'auteur de ce bouquin, The Science of Self-Control, et en fait, ce qu'il dit notamment dans ce livre-là, c'est que finalement pour se contrôler au niveau de la diète, au niveau de la nutrition de façon globale, c'est qu'il faut avoir une alimentation qui nous permet d'être rassasiés, si ce n'est tout le temps, au moins très souvent. Donc ne pas hésiter à se faire des grandes quantités de fruits, de légumes, de choses comme ça, de sorte à pas avoir faim en fait. C'est en contrôlant notre faim qu'on contrôle véritablement notre poids. Les gens qui pratiquent le jeûne intermittent sont convaincus de l'efficacité pour maigrir. Peux-tu m'expliquer ce que c'est et si c'est efficace ? Alors, ce qui est marrant, c'est que jeûne intermittent, c'est la traduction littérale d'un terme anglais qui se dit plutôt intermittent fasting. Et intermittent fasting, c'est pas du tout la même chose que ce que les gens appellent de façon globale dans le monde normal l'intermittent fasting. Les scientifiques, en fait, quand ils utilisent le terme intermittent fasting, ça veut dire jeûner, par exemple, 1 jour sur 2 ou 2 jours sur 3. Alors que les personnes qui font du jeûne intermittent de façon globale maintenant, c'est plutôt du time restricted feeding, qui est en fait manger pendant une fenêtre courte sur 1 jour. Donc typiquement une fenêtre qui en règle générale dure entre 8 et 2 heures. Donc même une en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont manger peut-être pendant 8 heures, donc c'est-à-dire par exemple de midi à 20 heures. Puis il y a des gens qui vont manger pendant seulement 4 heures, donc de 4 heures à 20 heures, etc. Ou il y a des gens qui vont manger qu'1 heure par jour. Voilà. Donc est-ce que ça a une influence positive sur la perte de poids ? Oui, ça a une influence positive sur la perte de poids
Parce que ça permet de limiter le nombre d'heures durant laquelle on laissera notre faim s'exprimer. Or, si on mange à midi un très gros repas, parce qu'on avait très faim, parce qu'on s'est limité avant, on va avoir quelque chose dans le ventre, et derrière, peut-être qu'on va remanger un gros repas à 20h, mais c'est tout. Et donc du coup, on va avoir mangé moins en termes de quantité. Donc est-ce que, en soi, le jeûne intermittent, tel qu'on l'appelle en France, a un impact sur notre perte de poids? Non, ça dépend juste du nombre qu'on va manger, donc de calories encore une fois. Mais c'est favorisé par ça. Donc c'est une méthode, c'est pas la panacée, mais c'est une méthode. Mais si par exemple on se retrouve avec un gros mangeur qui est capable de se faire en 8 heures ce qui se ferait normalement en une journée, ce qui arrive, ça n'aura aucun impact positif. Voilà. Ok, on en revient à la balance énergétique. Exactement. En revanche, il y a quand même quelque chose à noter à ce niveau-là, c'est que le problème du jeûne intermittent, si on veut par exemple gagner du poids, parce que là tu m'en parlais pour perdre du poids, voilà, c'est pas mal, mais si on veut gagner du poids par exemple, ça veut dire qu'on va devoir consommer beaucoup de calories sur une très courte période de temps. Et là, on se retrouve en face d'un problème en règle générale, c'est que pour consommer beaucoup de calories sur une période de temps, comme je l'ai expliqué avec le challenge 10 000 calories, on peut pas se faire que des fruits. Il va bien falloir passer à des choses qui souvent contiennent des graisses saturées, des choses qui sont pas géniales pour la santé, de la malbouffe finalement. Il va bien falloir s'en faire. Et le truc, c'est que c'est un problème du jeûne intermittent. C'est qu'en fait, on se retrouve, quand les gens veulent gagner du poids ou même maintenir leur poids, ils veulent se faire des gros repas, machin, etc., qui font bien plaisir, c'est qu'ils sont obligés d'en passer par là. Donc c'est pas forcément le meilleur pour la santé. En parlant de santé, j'ai vu dans des groupes de discussion de programmes intensifs, beaucoup de gens demandaient s'ils pouvaient outrepasser un avis médical pour pouvoir manger un aliment qui est conseillé dans le programme. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non. C'est outrepasser un avis médical, genre leur médecin leur a dit mange pas ça et Alors, des aliments qui vont favoriser certains processus alors qu'ils ont une pathologie demandent à ralentir ce processus. Ah oui, alors ça semble être la logique de base, mais c'est vrai que certains ne l'ont pas. Ne faites pas ce que votre médecin vous déconseille de faire. Pas vous déconseille. À la rigueur, si c'est pas un médecin du sport, qui s'y connaît pas trop, etc. en termes d'activité physique, il y a plein de médecins qui vont déconseiller de faire de la musculation, par exemple. Ce qui est une hérésie. Mais c'est qu'ils sont pas formés sur le sujet. En revanche, si un médecin est formé sur un sujet, que vous avez une pathologie en particulier, et qu'on vous interdit, finalement, de consommer un aliment, ne le faites pas. Ne le faites pas, en fait. Soyez pas bêtes. Votre santé est plus importante que les bénéfices éventuels d'un programme. Enfin, ça me semble être la logique même. Merci de le rappeler. Parce que malheureusement, ça arrive face à certaines détresses dans le cadre de perte de poids. Certaines personnes oublient le bon sens et les règles, même les plus évidentes. Alors, je pourrais trouver encore 1000 questions. Et c'est vrai, si on croise les habitudes, les connaissances et les croyances de chacun, on a une infinité de façons de penser l'alimentation. Pour conclure, que veux-tu dire aux gens qui pensent qu'ils n'arriveront pas à manger correctement malgré l'envie de progresser ? Je pense que c'est une croyance limitante, parce que tout le monde peut manger un petit peu mieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire « il faut que je change d'alimentation d'un seul coup ». L'idée, c'est d'essayer de demain incorporer dans son alimentation un fruit de plus. Puis, dans une semaine, 2. Puis, après, de changer peut-être un fast-food par un repas cuisiné soi-même, etc., etc. En définitive, le fitness, l'alimentation, c'est quelque chose qui aura des conséquences sur le long terme. Et il faut pas se culpabiliser en se disant « Ah, mais en fait, j'y arriverai pas parce que ça me demande trop de changements dans ma vie. »
En définitive, petit changement par petit changement, on y arrive. Et si c'était quelque chose qui demandait énormément de temps, je pourrais le comprendre. Mais en fait, pas tant que ça. Et si on a appris à cuisiner, par exemple, pour un repas, qu'est-ce qui nous empêche d'en faire 2 d'un coup et d'en mettre un dans un Tupperware? Une fois qu'on a appris à cuisiner pour un repas, on sait en cuisiner 10. On comprend ce que c'est que la cuisine, en fait. Donc on peut très bien, après, décliner ça. Puis on peut se mettre à aller faire ses courses au marché pour acheter ses fruits. Et en définitive, c'est un processus qui se met en place qui fait un effet boule de neige, en fait. Petit à petit. Faut pas penser les choses changement radical. Même si certains sont plus motivés par ça, et je vais pas les empêcher de faire ça. Il y a des gens qui réussissent très bien. Mais pour ceux qui voient ça comme une montagne insurmontable, petit à petit, prise par prise. Merci Gaïs pour ces paroles motivantes. J'espère qu'elles pourront aider des personnes qui pourraient être intimidées, impressionnées par la quantité de changements qu'ils devraient apporter pour atteindre une certaine idée de perfection. Nous avons terminé cette 4e partie et maintenant il est temps de se demander mais par où je commence? Si vous voulez approfondir vos connaissances du fitness et découvrir les coulisses du fit game, abonnez-vous à la chaîne Geek & Fit de Gaïs. Pour de la réflexion, de la découverte, de l'esprit critique, misez sur ma chaîne après réflexion. Donc nous avons répondu à qu'est-ce que le fitness? Pourquoi faire du fitness? Est-ce que je ne me fais pas de fausses idées? Et est-ce que je dois revoir mon alimentation? Maintenant, 5e partie, par où je commence?